Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de nos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le minimax sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse des publications les plus pertinentes de la semaine écoulée, articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettredelacheteur.com. Et on commence avec le cacao qui, après une saison 2019-2020 en demi-teinte, le marché de la transformation pourrait retrouver de la transformation de cacao pour retrouver un peu plus d'éclat en 2020-2021, et ce, selon les dernières statistiques publiées le 30 novembre dernier par l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, puisque selon cette organisation, les broyages devraient atteindre 4,91 millions de tonnes durant la dite saison, soit 4% de plus que la campagne précédente qui se situait à 4,7 millions de tonnes. D'après le cartel, ce stock en hausse témoigne d'un retour progressif de l'industrie à la dynamique d'avant la crise sanitaire engendrée donc par le coronavirus, grâce à l'ouverture des économies cette année en dépit des défis liés à la pandémie. Si le regain d'activité de la transformation ne changera pas la situation de surplus sur le marché mondial en 2020-2021, il contribuera toutefois à réduire le trop-plein à 212 000 tonnes contre 230 000 tonnes prévues précédemment. Plus globalement, il faut noter que la production mondiale a été révisée à la hausse de 34 000 tonnes à 5,17 millions de tonnes d'ici la fin de l'année cacaoyère. Ce volume, qui représente le plus haut niveau jamais atteint par l'offre, s'explique selon l'ICCO par les conditions météorologiques favorables et les rendements élevés observés dans la plupart des pays producteurs, en particulier la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les deux plus importants pays producteurs au monde. Pour rappel, l'ICCO rassemble 51 pays membres comptant pour 92% des exportations mondiales de cacao et 80% des broyages mondiaux. On parle blé désormais, l'Australie, l'un des plus grands producteurs de blé au monde, a augmenté de plus de 5% ses prévisions officielles de production, mais a averti que de fortes pluies et des inondations avaient endommagé la récolte dans l'est du pays. Les prix mondiaux du blé sont presque les plus élevés depuis 9 ans et les importateurs se tournent désormais vers l'Australie pour obtenir des approvisionnements supplémentaires aux céréales. Utilisées dans tout, on retrouve effectivement cette matière première dans le pain, les gâteaux, les pâtisseries et même les bagels. Des pluies torrentielles au mauvais moment en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland ont nuit à la récolte et réduit la qualité des céréales. L'Australian Bureau of Agriculture and Resources Economics and Science a relevé ses prévisions pour la récolte de blé du pays à 34,4 millions de tonnes contre 32,6 millions de tonnes en septembre. Le prévisionniste a également augmenté son estimation de la production de canola à 14% pour atteindre un niveau record de 5,7 millions de tonnes, offrant ainsi plus d'approvisionnement à un marché mondial qui a atteint des sommets presque sans précédent en raison de la mauvaise récolte. Au Canada, on finit avec le melon, puisque selon l'Agreste, le service français de statistiques, le 1er novembre 2021, les superficies estimées plantées de melons correspondent à 12 100 hectares, soit 1% de plus que l'année dernière et 6% de moins que la moyenne 2016-2020. Dans ce cadre-là, la production est estimée à 228 500 tonnes, soit 9% de moins que l'an dernier et 10% de moins que sur la moyenne observée ces 5 derniers exercices. En juillet, les ventes de melons étaient compliquées, connaissant une crise à court terme car le temps humide n'a pas encouragé la demande. La baisse de la production a rendu les ventes plus fluides en août et en septembre, également en raison de conditions météorologiques plus favorables. Les prix en septembre étaient 11% plus élevés qu'en septembre 2020 et 13% plus élevés que la moyenne sur ces 5 derniers exercices, mais insuffisants pour compenser les mauvaises ventes au début de l'été. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après pour parler apiculture avec Michael Pers. À tout de suite sur TV Finance. Rebonjour à toutes et à tous, il est 9h54 et nous sommes dans le mini-mac de l'acheteur et comme promis, nous partons tout de suite à Lantigny, en Auvergne-Rhône-Alpes, à la découverte de l'apiculture et pour cela je suis avec monsieur Michael Pers. Bonjour Michael, je vous remercie d'être avec nous ce matin, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, ça va, j'entends. Bon, très bien Michael. Je voulais savoir d'abord en introduction, depuis combien de temps avez-vous les mains plongées dans le miel, Michael ?
Ça fait pas longtemps, en réalité. D'accord. Combien de Mais temps? voilà, oui. Ça a commencé très simplement le jour où j'ai acheté un pot de miel en magasin, d'accord, en supermarché, assez cher d'ailleurs. Et, du coup, il a moisi le jour où je l'ai mangé, il était moisi. D'accord. Alors je me suis dit, franchement, le jour où vous mangez du miel moisi, vous comprenez la douleur, hein, c'est un truc insupportable. Du coup, je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas possible que, voilà, on a du miel qui est censé être un produit vraiment pur, quoi. Et du coup, comment ça se fait? J'ai décidé depuis ce jour-là de faire mon propre miel dans mon jardin. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et donc, quelle est la marque comment s'appelle votre entreprise? C'est les miels de l'Elfe, c'est ça? Les abeilles d'Elfe. Les abeilles d'Elfe, d'accord. Très bien. Les abeilles d'Elfe. Alors, Voilà. vous n'êtes pas sans savoir, donc en fait, en regardant un petit peu ce matin les statistiques sur le marché du miel, je me suis pris à penser à Winnie l'ourson qui doit se prendre la tête entre les mains, puisque il semblerait que la récolte nationale en 2021 devrait être en recul de 10 à 15% selon ADA France, en cause une météo très capricieuse durant l'été, donc durant la période de récolte. Est-ce que c'est ce que vous avez dû faire face à ces difficultés météorologiques, Michael? Alors, oui. C'est catastrophique, réellement. Catastrophique. Voilà, on va carrément aller voir plus loin parce que, chaque année, ça diminue, c'est vrai. C'est pas un métier facile. Heureusement que réellement on travaille à côté, parce que sinon on s'en sortirait pas. Voilà. Donc, par contre, le plaisir, c'est d'avoir son propre miel. Et on est entièrement d'accord que cette année, c'était vraiment catastrophique. Mais la faute, réellement, on la connaît, tout le monde la connaît. Mais malheureusement, personne ne fait rien réellement, quoi. Et cette faute, c'est laquelle? C'est, allez, on va être simple, hein, c'est le nombre d'années où on a utilisé des sulfates, des fongicides, des insecticides, du glyphosate, des labours à outrance. En fait, on détruit nos sols. Il faut savoir, on détruit la faune et la flore. Chaque année, ça s'empire, ça peut pas aller, on va de pire en pire, en fait. On va de pire en pire. Et voilà. Déforestation, tout ça, et donc la météo, ça a fait ça a fait une année catastrophique. Là, c'était clair. Ok. Par contre, après, au printemps, parce que d'habitude, on extrait au printemps et en été. Et le printemps, c'était carrément zéro. Hein. C'est incroyable. Et voilà. Et donc l'été, on s'en est sorti un peu. On a réussi à sortir l'épingle du jeu. On a eu un petit peu de miel quand même. Mais faut savoir qu'aujourd'hui, les abeilles, je les nourris. On les nourrit. Et si on n'est pas là pour aider les abeilles, si on n'est pas là pour les nourrir, pour les protéger, en fait, il y en aurait plus. Parce que les abeilles sauvages, ça n'existe plus dans notre pays. Elles sont incapables de survivre toutes seules maintenant. D'accord, je comprends. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que, bien finalement, c'était un secteur d'activité qui était difficile, lié donc notamment à l'usage intensif de pesticides ces dernières années. Pourtant, selon l'ADA, je remarque que depuis 2010, depuis l'exercice 2010, le nombre d'apiculteurs est en nette croissance. Comment expliquez-vous ce regain d'attractivité? Oui, c'est ça. C'est le point positif. C'est que les gens commencent un peu à s'intéresser à la nature. Hein, ils retrouvent un peu leur source et tout le monde a un peu envie d'avoir sa ruche derrière sa maison, quoi. Comme moi, c'est pareil. Hein, au début, je me dis, je voulais des légumes dans mon jardin. J'ai un petit jardin, j'ai fait des légumes. Puis maintenant, on peut faire notre miel, donc c'est quelque chose d'énorme. Alors, en fait, les apiculteurs aujourd'hui, en France, il n'y a plus de miel. Miel français, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on n'en a plus. Hein. C'est terminé. Tous les stocks sont, comme c'était catastrophique. Du coup, les apiculteurs qui veulent s'en sortir, ils sont obligés de faire des colonies. C'est un nouveau métier, en fait. On fait des reines et ils vendent des colonies. Donc, il y a beaucoup de personnes, de gens qui achètent chaque année, qui vont acheter des ruches. Une ruche et un essaim. Alors, voilà, c'est pour le plaisir d'avoir ces abeilles chez soi. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y a plus d'apiculteurs. Mais le gros problème, c'est qu'elles meurent prématurément à cause de beaucoup de problèmes. Donc, on a parlé de tous ces fongicides.
Il y a d'autres problèmes aussi, comme le varroa, le frelon asiatique, les maladies. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils rachètent des ruches. Voilà, une ruche, c'est un essaim. La ruche, ça reste la même, il suffit de la nettoyer. Et on peut racheter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apiculteurs, ça devient, on va dire, entre guillemets, une mode. Mais en même temps, c'est bien pour la planète, parce que voilà, quand on a un verger à côté de chez soi, on pose un arbre, et les gens ont compris, à l'époque, ils croyaient que les abeilles mangeaient les fleurs. Donc il y avait un gros problème. Aujourd'hui, les gens savent qu'on a besoin de polliniser. Donc il y a besoin de mettre d'abeilles à côté sans avoir des beaux fruits. Et puis ça fait, c'est une espèce de mode. Et pourvu que ça continue, c'est comme sur Paris, il y en a sur les toits. Voilà. Mais la mortalité des abeilles s'empire en fait. Et c'est ce que je disais au début, c'est que maintenant elles ne sont plus capables de survivre sans l'homme. Ce qui est dramatique. Vous avez parlé de miel français. Est-ce que vous pensez, alors moi, vous me trouvez une transition parfaite avec donc Arnaud Montebourg qui a lancé son miel français, son miel en 2018, je crois, et son miel qui est donc bleu, blanc, ruche, qui a été récompensé. Qu'est-ce que vous pensez de votre nouveau collègue de travail? Il fait bien. Est-ce que les projecteurs, grâce à Monsieur Montebourg, sont bien braqués sur le secteur de l'apiculture et finalement le secteur de l'agriculture en règle générale? L'un va pas sans l'autre, parce que voilà quoi, il y a l'agriculture a besoin des abeilles, bien entendu. Et puis certaines fleurs que les agriculteurs posent permettent à nos abeilles de se nourrir. Donc c'est vraiment c'est la contrepartie. Je pense à la luzerne, je pense à plusieurs types de fleurs, plusieurs types qu'on a besoin, que les abeilles ont besoin. Donc ça va l'un va sans l'autre. Mais il faut surtout arrêter tous ces fongicides quoi. En fait, faut essayer de comprendre. D'accord, donc en fait, ce que vous dites, d'une certaine façon, en fait, donc vous ne répondez pas sur Arnaud de Montebourg, je pense que vous ne souhaitez pas. Du coup, par contre, vous parlez, donc en fait, j'entends à travers votre discours qu'il y a une réelle envie de pédagogie, en fait, d'éduquer, finalement, d'apprendre aux futures générations à prendre soin des sols, à comprendre comment la nature fonctionne. Est-ce qu'il serait bien de créer des espèces de sortes de ruches-écoles, des ruchers-écoles, pour justement sensibiliser nos enfants à ces problématiques environnementales et en particulier donc sur le rôle des abeilles dans notre écosystème? Oui, mais comment vous expliquer? Il y a des endroits magnifiques comme Cuba. Cuba, il y a eu, grâce à l'embargo, ils n'ont jamais pu mettre de produits phytosanitaires, d'accord, ils n'ont jamais mis de produits chimiques dans leurs plantes. Aujourd'hui, c'est un paradis, niveau fleurs et insectes. Les gens qui ont des ruches là-bas à Cuba, ils vont récolter par ruche 150 kilos en moyenne, d'accord? Ici, on n'arrive même pas à 20 kilos quand les années sont bonnes, par ruche, je parle. Vous voyez la différence entre 150 et 20 kilos, c'est quand même énorme. Tout ça, c'est une question. Aujourd'hui, on pourra jamais atteindre. Alors, c'est bien, il faut faire des ruchers écoles, il faut mettre des abeilles. C'est sûr que les abeilles, il en faut partout, quoi. Il n'y a pas que les abeilles, tous les insectes, en fait. Quand on tue les sols, on tue les insectes, mais on tue aussi tout ce qu'il y a dans le sol. Même les champignons, c'est notre vie, en fait. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que les champignons, on met des fongicides, mais les champignons, c'est ce qui permet justement au sol de vivre. Et et donc alors il faut, vous parlez de rucher école, oui, c'est très important, faut que ça continue, les abeilles, il faut que les gens continuent à en mettre. Et voilà, et pour vivre de ça, ça devient c'est très compliqué. Je vous remercie, Michael, je vous remercie et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes apiculteur à Lantigny, en région Auvergne-Rhône-Alpes. On marque une nouvelle pause et on se retrouve dans un instant avec les équipes d'analyse technique Day by Day. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes
De retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur et on rejoint à présent Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day et qui va nous proposer un zoom sur 2 matières premières. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, vous allez nous livrer vos perspectives et on commence avec le canola Mathieu. Oui, alors le canola qui récemment a marqué un nouveau plus haut dans sa tendance haussière en place depuis le début de l'année 2020. On a vu donc ces deux phases, très nette accélération, un sommet aux alentours des 1000, niveau psychologique, une phase de correction avec un rôle en fait à l'intérieur qui a provoqué ce gap, et puis une reprise de la tendance depuis le support majeur aux alentours des 700. Qui se décompose en 2 jambes, une première phase d'impulsion très nette, une consolidation de plusieurs semaines au sein d'un triangle, et puis une tendance haussière qui redémarre, les cours en sortent par le haut, et marque donc ce nouveau plus haut au-delà des 1000 vers 1056,40. Alors ce niveau a provoqué pas mal de volatilité, en tout cas une bataille boursière assez nette, comme en témoigne la bougie de la semaine, avec de grandes mèches et un corps noir assez imposant. C'est souvent le cas sur les nouveaux plus haut qu'il y ait ce type de bataille, mais pour l'instant ce que l'on constate c'est surtout la mèche basse sur le précédent sommet à 949. On a donc la mise en place sur ce niveau d'une polarité, ici une polarité haussière, c'est une résistance qui devient support. Ça signifie que le courant acheteur est toujours très dominant sur le canola et que lorsque un courant acheteur est dominant, les cours doivent théoriquement aller marquer des nouveaux plus hauts. Nous avons 2 résistances calculées par extension de Fibonacci à 1120 et 1225, en tout cas tant que 950 n'est pas enfoncé, il n'est pas possible de se mettre en face d'une telle dynamique. Je vous remercie Mathieu, donc je comprends que vous êtes plutôt haussier sur le canola, c'est ça ? Toujours, mais sur toutes les céréales en ce moment, on va le voir sur la suivante, c'est-à-dire même les céréales qui ont été plutôt faibles, continuent de donner des signes de force. Donc j'ai l'impression que c'est en fait une lame de fond complète qui emporte toutes les céréales. Les matières premières agricoles, effectivement, on enchaîne avec le maïs à Chicago, Mathieu. Voilà, donc là, effectivement, on voit cette très longue phase de hausse qui démarrait en juillet 2020 depuis aux alentours des 320 $ et qui a marqué un plus haut à 730. Donc on est sur un plus que doublement du corn Chicago si on prend un petit peu de recul. Pas étonnant que l'on revienne consolider par la suite, et cette consolidation, alors qui a pris un petit peu de temps, en fait a été limitée par le ratio de 50% de Fibonacci, grosso modo le support majeur aux alentours des 500. Ça, c'est quelque chose en analyse technique qui est très intéressant. On prend 100%, on corrige 50%, c'est un mouvement haussier qui, aussi important qu'il puisse l'être, est sain. Il est structuré et on constate effectivement un retour des acheteurs depuis le test de ce niveau des 500, un mouvement qui se reprend gentiment, qui depuis quelques semaines enchaîne les creux et les sommets ascendants. Là, les cours mettent la pression sur le dernier sommet aux alentours des 594,25 si je veux être précis. Et lorsqu'on a effectivement cette mise sous pression dans le cadre d'une tendance haussière de fond et d'une tendance haussière de court terme, théoriquement la résistance elle est censée sauter. Le niveau suivant, c'est 672 avant un retour sur la résistance majeure à 735. Ça, c'est pour une vision un peu plus long terme. En tout cas, après, à terme, les cours sont censés remarquer des nouveaux plus hauts bien au-delà de 735. Donc, toujours haussier sur le corn Chicago qui pourrait accélérer au débordement des 600.